Ce soir à l'émission, le concours de la Grande Sève couronne l'élite du sirop d'érable. On a voulu valoriser nos artisans du Québec en mettant en lumière les meilleurs sirops d'érable. Et la MRC de Thérèse de Blainville célèbre les entreprises d'économie sociale. On sait que les entreprises d'économie sociale ont des enjeux de rétention. En entrevue, je reçois Julie Gravel qui nous présente le 7e volet de la bande dessinée documentaire « Vivre Mirabel ». On parle aussi d'un peu de mesquinerie, de manque de transparence, de défis d'équité, de sentiments d'outrage. Oui. Je m'entretiens également avec Maude Lafrenière à propos de la campagne Bien chez soi de la Fondation Rona. La Fondation Rona parraine environ 150 organismes locaux à travers le Canada. Enfin, Sophie Tessier nous fait part des événements à venir au cabaret-spectacle La Petite Église. La saison reprend, d'ailleurs ce soir même, avec Plume la Traverse, alors ça promet. Mon idole. Et il y aura donc 35 spectacles juste d'ici les fêtes. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 18 septembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors début septembre, il y a une compétition bien particulière qui s'est tenue sur le territoire des Basses-Laurentides. Ça s'appelle le concours de la Grande Sève. De quoi il s'agit? Alors c'est une compétition en fait pour élire le meilleur sirop d'érable du Québec. Ça avait lieu au parc régional de Bois-de-Belle-Rivière à Mirabel. Je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. L'origine remonte de très loin, c'est qu'on a voulu valoriser nos artisans du Québec en mettant en lumière les meilleurs sirops d'érable de tous nos villages. Donc, il n'existait pas de concours comme dans le monde du vin ou dans le monde des fromages. Et on a voulu simplement, parce que c'est difficile un peu, parce que chaque villageois avait son fameux concours où on connaît tous un peu dans nos familles des gens qui font du sirop d'érable, parce que c'est dans notre culture, c'est dans nos traditions, puis tout le monde fait comme le meilleur sirop d'érable. Donc, on a voulu mettre un concours plus objectif et non subjectif. Et c'est là l'idée est née du concours La Grande Sève. Ça fait plus de 15 ans, donc le concours a suivi une belle évolution. C'était un concours aussi à l'origine, pour savoir, c'est ça qui est comique, c'était pour des gens qui aimaient vraiment juste la finesse, le goût. C'était un club sélect. Tu sais, c'était vraiment comme des sommeliers dans le monde du vin. Donc, on est parti d'un concours très, très sélectif. Et là, on a voulu démocratiser le concours, puis le rendre plus populaire, que je devrais dire, mais en gardant les bases professionnelles. C'est tout un honneur parce que le Conseil de ville de Mirabel vient justement de choisir une stratégie de l'érable officiellement. Donc, c'est une décision qui est importante pour l'avenir ici de Mirabel. La stratégie d'érable comprend plusieurs éléments pour valoriser Mirabel au niveau de son produit de l'érable, qui est le produit identitaire de Mirabel au niveau de l'agriculture. Alors, ici, d'accueillir aujourd'hui la commanderie de l'érable sur son 15e anniversaire du concours des meilleurs sirops d'érable du Québec, avec des juges, des gens qui sont au niveau de l'implication de l'érable au Québec, qui sont reconnus, des grosses institutions du Québec. Ils sont tous là avec nous ici aujourd'hui. On parle presque de 23 juges. C'est assez impressionnant. C'est unique parce que le concours se promène habituellement au Québec, donc de passage ici à Mirabel dans le cadre de le lancement de notre stratégie de l'érable, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très significatif pour nous, pour les prochaines étapes qu'on a à faire dans la stratégie qui couvre un ensemble d'actions. Donc évidemment ici, on est présentement au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière, qui est une érablière ancestrale protégée par, évidemment, la Ville de Mirabel qui en est propriétaire, mais on a un volet de pérennité dans le parc ici. Mais il y a tout le volet de l'éducation et aussi la mise en valeur du produit, tout ce qui décline du sirop d'érable. Fait qu'on le sait, c'est quelque chose qui est identitaire au Québec. Le Québec est le plus gros producteur au monde de sirop d'érable. Donc, on est comme ambassadeur de ça pour Mirabel, mais aussi, on veut travailler en collégialité avec les autres régions du Québec. Donc, c'est pour ça que la commanderie de l'érable est ici avec nous. On fait partie de ça. On veut créer une famille québécoise pour vraiment mettre en valeur le produit qu'on appelle l'or blond du Québec, le fameux sirop d'érable. Et aussi, on sait que l'érable, c'est un produit qui est très, très bénéfique pour la santé,
comparativement à des sucres raffinés. Donc, il y a beaucoup un élément santé. On parle souvent d'électrolytes, d'énergie. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Ce n'est pas seulement un produit identitaire du Québec, mais il y a aussi plusieurs aspects qui sont très bien pour la santé aussi. Cet avant-midi, il y a le centre ASER qui sont venus avec des spécialistes pour former nos juges. Donc, c'est plus complexe qu'on pouvait penser. On a appris plein de choses. On a fait des pratiques avec des arômes, des odeurs, comment analyser, comment mettre un mot sur quelque chose qu'on sent en bouche, au regard, l'odorat, le goût. Donc, tous les sens ensemble sont mélangés. L'érable vient percuter le palais, vient percuter nos sens et comment décortiquer si tu de la vanille, si tu plus boisé, si tu plus caramel, si tu mélasse, etc. Il y a une diversité de goûts qu'il faut travailler dans le sirop. On a du sirop de début de saison, mi-saison, fin de saison. On sait, il y a les 4 couleurs. Donc, alors tout ça, ça fait que c'est quelque chose à analyser et c'est l'apprentissage qui a été offert aujourd'hui. Premièrement, c'est que l'industrie du sirop d'érable est classée par couleur. On a 4 catégories de couleurs. Donc, souvent, on entend le clair. Au Québec, on a, tu sais, traditionnellement, nos grands-parents, les gens disaient, les meilleurs sirops, c'était toujours le clair. Pourquoi? Parce que dans notre histoire, les meilleurs artisans faisaient toujours un sirop plus clair parce que c'était un signe d'hygiène, signe de propreté, signe gustatif, parce que c'était plus folklorique, c'était artisanal. Tu sais, on faisait ça dans la saison des printemps, en attendant les semences. C'était une période morte pour l'agriculteur. Donc, il faisait du sirop d'érable. C'était un revenu pour payer ses semences. C'est ça que ça servait. Donc, c'est là qu'on a défini un peu la qualité gustative des flaveurs. Bien, au départ, dans notre tradition québécoise, on parle souvent que le sirop clair, c'est les meilleurs, ce qui est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'on vient démocratiser le concours avec les flaveurs. Qu'est-ce qu'un meilleur sirop? On a 4 catégories. On va le légiférer parce que c'est réglementé au Québec par les couleurs. Et là, nous, on va l'amener avec une appellation bientôt pour faire ressortir la qualité, même un ambré, qu'on appelle un foncé ou un très foncé, parce qu'on a 4 couleurs, 4 catégories. Donc, c'est ça l'objectif. C'est qu'on va aller chercher, on va donner aussi des notes de dégustation et de meilleurs sirops, même dans le sirop très foncé. Un peu comme dans le monde du vin, on a des vins plus corsés, des vins plus fruités, comme les Beaujolais, les Pinots. Bien, c'est la même logique avec le monde de l'érable. Alors, dites-nous, Clara, qui fait le meilleur sirop d'érable au Québec? Alors, le Grand Prix Philippe Mollet a été remis à l'érablière Michel et Luce au centre du Québec, mais une érablière des Basses-Laurentides s'est tout de même distinguée avec une médaille d'or pour le meilleur sirop doré. C'est l'érablière aux saveurs du printemps de Mirabel qui s'est mérité cet honneur. Les gagnants seront reconnus à l'Assemblée nationale le 19 octobre prochain. Formidable. Il y a d'autres activités qui sont reliées à la stratégie de l'érable qui ont lieu durant le mois de septembre à Mirabel. Oui, alors juste après le concours, s'est tenu le souper gourmand de l'érable, aussi organisé par la Commanderie de l'érable pour mettre en valeur son produit phare. Et ouvert à tous, cette fin de semaine se tiendra l'événement Mirabel Fête l'érable, aussi au Parc régional de Belle-Rivière. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'économie sociale. Oui, à plus tard, Claude. L'école Val-des-Monts, qui a été détruite par un incendie majeur survenu le vendredi 12 septembre, sera officiellement reconstruite. Dans l'intervalle, le Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord confirme que tous les élèves et les membres du personnel ont été relocalisés dans 4 écoles primaires, nommément les écoles des Falaises et du Champ-Fleury à Prévost, du Grand Héron à Sainte-Sophie et aux Couleurs du Savoir à Saint-Jérôme. Un montant de 140 000 $ a été recueilli pour couvrir l'achat des effets scolaires et des effets personnels des élèves. Les 1200 autobus de la compagnie Lion Électrique ont été retirés des routes pour être inspectés à la suite d'un incendie survenu dans l'un de ces véhicules le 9 septembre dernier à Montréal. Le retour à la normale est prévu seulement demain en raison de problèmes d'approvisionnement de certaines pièces qui doivent être changées de façon préventive. En attendant, le Centre de service scolaire Rivière-du-Nord a informé les parents concernés qu'ils étaient responsables du transport de leurs enfants. Vivre Mirabel, c'est le titre d'une série de bandes dessinées documentaires produite par la Corporation de développement communautaire de Mirabel qui identifie les différents enjeux auxquels doivent faire face les organismes. Le 7e volet, qui vient tout juste de paraître, est consacré à la problématique du sous-financement. Et pour en parler, je reçois Julie Gravel, directrice générale de l'Entraidant. Bonsoir, Madame Gravel. Bonsoir à vous, Claude. Alors, cette BD est tirée d'une série d'entrevues avec des représentants, des représentantes du milieu qui sont condensées, vulgarisées, mises en image de façon très talentueuse par la BDiste Juliane C.L.
Sur la question du sous-financement, c'est vous qui êtes interviewé et vous nous dites dès le départ que l'accès et la gestion des fonds est une sorte de parcours du combattant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tout à fait. En fait, elle l'a si bien représenté, la BDiste. En fait, avoir des sous dans le milieu communautaire, ça fait partie du nerf de la guerre. Hein? Ouais. Parce que si on veut accompagner, aider, soulager la détresse, ça nous prend des ressources financières, humaines, matérielles. Mais en même temps, il y a une multiplicité de types de financement. Je vous donne un exemple. À l'entraidant, pour un budget d'1,1 million pour accompagner plus de 2000 proches aidants par année, on a 7 bailleurs de fonds différents pour 15 projets. Imaginez le nombre de redditions de comptes. Quand on parle de parcours du combattant, c'est ce qu'on veut dire. Il y a une lourdeur immense qui est administrative. Ça vous enlève du temps, donc, pour être dans l'action. On est tout le temps en train de tisser une courte pointe. Ouais. Hein, je dis souvent que ce qu'on présente aux gens, c'est une belle grande toile, un tissu social complet. Et pourtant, il faut tisser à coups de petits carré le financement pour arriver à répondre aux besoins qui sont grandissants. Une chose, moi, qui m'a frappé, c'est que vous dites que les organismes qui apprennent le langage politique, sentir mieux que d'autres. Qu'est-ce que ça amène, ça, comme climat entre les organismes? Est-ce que ça amène de la compétition, de la jalousie? Bien sûr. Oui. Ça met un peu la hache dans l'espace de solidarité. Ouais. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que on doit développer un discours politique. On doit aussi développer un discours où l'ensemble de nos actions, qui sont plus qualitatives, hein, quand on accompagne des humains qui vivent des défis, on est plus dans le qualitatif, on est moins dans $1 une tête. Hein? Donc, plus on va apprendre à chiffrer les choses, plus on va avoir accès à du financement plus aisément, puis des fois de façon inéquitable entre les organismes. Oui, c'est ça qui arrive. C'est un sujet récurrent que le sous-financement, on en parle souvent ici à cette émission-là. Donc, si on en parle encore, c'est donc dire que c'est pas réglé. Quelle serait la première chose que vous aimeriez voir se faire qui vous donnerait l'impression que le gouvernement, tout à coup, est plus sensible à votre cause? Et en fait, je vais revenir à quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Je vais vous parler de financement à la mission. Oui. Alors, vous savez que le regroupement des organismes communautaires nous dit que sur les 143 organismes financés à l'heure actuelle au programme de subvention des organismes communautaires via le ministère de la Santé et des Services sociaux, ici dans les Laurentides, on a demandé 79 millions, on en a eu à peine un peu plus de 45. Alors, vous comprenez que le soutien à la mission, c'est vraiment là où on pourrait avoir des accès facilités à exercer cette mission-là, sans avoir à tisser toujours et à ramasser des fonds un peu partout avec des redditions de comptes différentes. Alors, il faut que ça passe par le soutien direct à la mission, le programme qu'on appelle le PSOC dans notre jargon. D'accord. Le défi de la BDiste dans ce projet-là, c'était de condenser là, dans une seule planche toute la mission d'un organisme. Quelle est l'appréciation que vous avez faite là, quand vous avez vu la planche qui vous concernait? Mais je trouvais que c'était une façon extrêmement bien vulgarisée d'expliciter ce qu'on vit dans le quotidien. Donc, on voit ça un peu comme le parcours du combattant, vous le disiez tout à l'heure, avec le niveau d'épuisement qui vient avec aussi. Hein. On parle aussi d'un peu de mesquinerie, de manque de transparence, de défis d'équité, de sentiment d'outrage. Alors, je sens que c'est vraiment bien représenté dans cette BD-là. Dans la conclusion de cette BD, puis ça va être la conclusion aussi de notre entrevue, il y a cette phrase lourde de sens. « Donnons-nous ce que nous valons ». C'est un appel au gouvernement, ça? Complètement. Oui. Complètement. Et un appel à la communauté, à la population, d'être avec nous pour oser demander ce que nous valons. D'accord. Julie Gravel, directrice générale de l'Entraidant, merci. Puis je rappelle aux gens qui peuvent aller voir toute la BD sur le site web de la Corporation de développement communautaire de Mirabel. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Faites la différence. La ville de Mirabel, avec le soutien de Loisirs Laurentides, annonce le lancement d'une centrale d'équipement de loisirs dans le cadre du projet provincial Circonflexe, prêt pour bouger. La ville inaugure une première centrale adjacente au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, située dans le secteur de Saint-Augustin.
Cette centrale permettra à la population d'accéder gratuitement à des équipements sportifs et récréatifs comme des vélos, des BMX, des trottinettes, des planches à roulettes, des ballons de basketball et de volleyball, de l'équipement pour la pratique du baseball, du badminton, du tennis, de la pétanque et des jeux extérieurs. Somang Hockey, un programme de développement international, invite la population à l'ouverture officielle de la saison locale de l'équipe Somang Laurentides-Lanaudière le samedi 20 septembre prochain à 20h30 au Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines. Somang, un mot qui signifie espoir, est un programme originaire de la Corée et qui regroupe de jeunes joueurs issus de différents pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. La formation locale a remporté ses 2 premiers matchs disputés à Plattsburgh et à Anjou. Le prochain match aura lieu sur la route ce jeudi 18 septembre à Bromont. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve la directrice du service des arts et de la culture de Saint-Eustache, Sophie Tessier, qui va revenir chaque mois nous parler de la programmation des spectacles à la Petite Église. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Bon, là, avant de se projeter dans le futur, je pense que vous aimeriez nous parler d'un événement que vous avez tenu cet été, un concept en dehors des murs de la Petite Église. En effet, un nouveau concept qu'on a exploité cet été. Donc, on a fait des soirées d'improvisation dans un parc à Saint-Eustache et c'était vraiment une activité immersive. Donc, le public était invité sur une patinoire extérieure. Évidemment, l'improvisation se faisait également à l'intérieur de petites bandes. On a reçu la LNI, la Pinte également, qui est une ligue locale bien connue ici dans les Basses-Laurentides. On a fait 2 soirées. Au total, ça a attiré, je vous dirais, plus de 800 personnes. Donc, un beau succès. Ce qui nous a donné l'idée, donc, de développer un nouveau concept en salle dès cet automne. Donc, on va amener l'improvisation en salle parce que c'est vraiment genre d'événement. On s'est rendu compte qu'il attire tout public de 7 à 77 ans. On avait vraiment des jeunes, des gens plus âgés. C'était vraiment des soirées extraordinaires. Donc, on amène ça prochainement. Je peux pas en dire plus, mais probablement que lorsque je vais revenir, finalement, on va être capable de dévoiler un peu plus de détails. Oui, c'est ça. Tout le monde aime les pros. Le mois de septembre, c'est aussi un bon mois pour être curieux et vous avez une programmation pour les Journées de la culture, justement. Oui, bien, cette année, c'est la 29e édition des Journées de la culture. Comme à chaque année, on exploite une programmation à la fois à la Petite Église, mais encore une fois, une programmation qui se veut toujours gratuite, hors les murs. Alors, dès le vendredi, le 26 septembre, il y aura soirée théâtre, donc des sketchs, des comédies à sketch, en fait, à la Petite Église, fait par le Théâtre de la Petite Comédie. C'est gratuit. Donc, par contre, il faut des billets sur lapetiteéglise.com. Les gens peuvent aller s'en procurer sans problème. Donc, ça se fait en soirée. Et parallèlement à ça, sur la façade de l'église historique de Saint-Eustache, il y aura un récit en lumière. Alors, on invite les gens à apporter leurs chaises de parterre. Et il y aura projection en lumière, bien sûr, mais également avec une narration. Ça dure à peu près 50 minutes en boucle, donc 2 représentations dans la soirée. Et on fait ça à raison de 2 soirs, donc le vendredi et le samedi. Ainsi, s'il y a mauvais temps, on a toujours une occasion de se reprendre. J'allais vous poser la question. Oui, tout à fait. Et honnêtement, c'est un concept qu'on ramène à chaque année, mais évidemment toujours avec une proposition différente. Et ça met tellement en valeur ce bâtiment historique-là. C'est toujours des soirées qui se veulent magiques. Il y a une proposition qui s'adresse aussi directement au jeune public. Oui, nouveauté cette année, on s'est dit, bon, bien que ce qu'on fait habituellement, c'est ouvert à tous, on fait vraiment quelque chose de spécial pour les enfants cette année. Ça s'appelle Sherlock Holmes. Alors, ce sera un dôme gonflable qui sera installé à même la Petite Église. Ça, c'est samedi, toujours avec des billets qui sont requis. Il y aura 6 représentations dans la journée dans une tente à conte. Alors, c'est vraiment une immersion 360 avec une projection. Donc, c'est du théâtre immersif dans un dôme, finalement. Donc, je pense que les enfants vont bien s'y plaire. Et vous ramenez aussi un classique, une formule éprouvée, qui est les talents de chez nous. Oui, Talents de chez nous qui en sont à leur 13e édition cette année. Donc, Talents de chez nous qui se fait en fait au Zénith Saint-Eustache. Ce sera dimanche, le 28 à ce moment-là, sur le coup de 14 heures. Ça également, il faut des billets. Il y en a toujours de disponibles, toujours sur lapetiteéglise.com. Et comment ça se passe ces journées-là? En fait, cette représentation-là, ce sont des talents locaux, donc des talents semi-professionnels ou encore amateurs qui ont soumis une candidature pour avoir l'occasion de se faire valoir sur scène. Donc, il y a eu un comité de sélection qui les a choisis. On aura 8 candidats dans des disciplines variées, donc qui vont s'enchaîner comme ça sur scène. Alors, c'est toujours une belle occasion et c'est toujours également de très belles découvertes qui nous permet aussi parfois de les revoir
Mémoire dans d'autres contextes. Et à l'animation, ce sera Frédéric Dufort, que vous connaissez bien, qui a déjà été animatrice en fait ici à TVBL. Donc, il va assurer l'animation. Alors, ça promet vraiment d'être un après-midi riche en découvertes. Et vu que ça se tient au Zénith, donc, c'est un signe de la popularité grandissante. Ah, tout à fait. On accueille... Parce que c'était à la petite église initialement. Initialement, en effet, vous avez raison, mais la petite église peut accueillir tout au plus 200 personnes. On a dû se déplacer au Zénith parce que généralement, on remplit la salle, absolument. Du côté de la programmation régulière, à quoi on peut s'attendre cette année? Bien là, la saison reprend. D'ailleurs, ce soir même, avec Plume la Traverse, alors ça promet. Mon idole. Et il y aura donc 35 spectacles juste d'ici les fêtes. Alors, on invite les gens à consulter notre programmation, toujours sur lapetiteéglise.com. On a vraiment une très belle offre. Très intéressant, Sophie. Merci beaucoup. Puis on se revoit le mois prochain. À bientôt. La Fondation Rona tient en ce moment la 3e édition de sa campagne annuelle Bien chez soi, une activité philanthropique qui se déroule partout où cette enseigne est établie. Pour en savoir davantage, je m'entretiens avec Maude Lafrenière, qui est bien impliquée dans cette campagne au magasin de Saint-Jérôme, où elle est gérante aux caisses. Madame Lafrenière, bonsoir. Et bonsoir. D'abord, pour commencer, expliquez-nous ce que c'est que la campagne Bien chez soi. La campagne Bien chez soi vient en aide aux familles canadiennes qui sont victimes de violences conjugales et leurs enfants. Elle vient en aide aussi aux familles à faible revenu ayant des besoins particuliers ou même des enjeux de santé mentale. D'accord. Bon, je sais que d'une succursale à l'autre, ce sont les employés qui déterminent à qui vont être acheminés les dons. Dans votre cas, pourquoi est-ce que votre choix s'est arrêté sur la Maison d'Ariane? On soutient beaucoup, comme je vous dis, les organismes locaux. Donc, la Fondation Rona parraine environ 150 organismes locaux à travers le Canada. Chaque magasin a le bénéfice de choisir un organisme dans son secteur, dans sa région. Nous, de notre côté, on a voulu choisir la Maison d'Ariane, là, justement, qui soutient les femmes et les victimes, dans le fond, de violences conjugales avec leurs enfants. D'accord. Le poste que vous occupez au magasin de Saint-Jérôme, on l'a dit tout à l'heure, gérante aux caisses, ça fait en sorte que vous êtes en contact direct avec le public. J'imagine que vous vous servez de cet avantage-là pour promouvoir la campagne. Évidemment. Les caissiers et les caissières sont amplement investis dans la collecte de fonds. Mais je parle pas juste des caissiers et caissières. Évidemment, toute l'équipe s'investit dans la récolte de dons. À travers les magasins, plusieurs activités sont organisées. De notre côté, au magasin Rona de Saint-Jérôme, nous avons organisé une collecte de fonds en vendant des billets moitié-moitié. Et même, on organise un barbecue le 4 octobre. C'est autant pour les employés que les clients. Donc, au magasin Saint-Jérôme, entre 11h et 14h le 4 octobre, on invite tous les gens à venir se sustenter. Donc, il y a moyen de faire des dons directement parce que ça peut se faire en payant à la caisse, ça peut se faire en ligne ou dans le cadre de ce genre d'activité-là. Je sais aussi que la Fondation encourage les employés qui sont sensibles à ces causes-là à poursuivre leur engagement en faisant, par exemple, du bénévolat dans les organismes qui sont soutenus. Est-ce que c'est une chose que vous avez pu observer du magasin de Saint-Jérôme? Évidemment, dans le fond, toutes les activités qui sont organisées, on fait tout ça de façon bénévole. Les employés viennent durant leur journée de congé afin d'aider à la récolte de dons. Et même certains investissent eux-mêmes de l'argent pour faciliter la récolte de dons et organiser des activités, entre autres. Puis, faut pas oublier non plus les clients qui vont nous remettre les dons par des tranches de 2, 5 ou même 10 $ à la caisse. Donc, c'est toutes des choses qui aident qui facilitent la récolte. L'année dernière, la campagne avait permis de récolter, là je parle à l'échelle canadienne, des dons de 515 000 $ qui ont profité à 150 organismes. Je sais qu'on a des objectifs semblables cette année, mais à votre échelle, qu'est-ce que ça donne? Quel objectif vous avez à Saint-Jérôme? Nous, on a l'objectif de récolter plus de 3 000 $ qui va être amplement atteint cette année. Ça, j'en suis confiante. Puis, c'est justement grâce à l'immense soutien des employés du magasin qu'on peut y arriver.
arriver comme ça. D'accord. Écoutez, en terminant, je rappelle que la campagne Bien chez soi se déroule dans d'autres succursales. Vous êtes pas les seuls. Vous m'en voudrez pas de le mentionner. Ça se déroule à Saint-Eustache, à Rosemère, ici pour les Laurentides et ailleurs. Et donc, à part la Maison d'Ariane, il y a le Centre de prévention suicide Le Faubourg à Saint-Jérôme. Il y a les services d'entraide Le Relais à Boisbriand qui vont profiter de la générosité du public et des employés de Rona et bien entendu la Maison d'Ariane à Saint-Jérôme. Oui. Maud Lafrenière, je vous souhaite le meilleur des succès pour votre campagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un gros merci. De retour avec Clara Maté-Genet. La semaine dernière, Clara, la MRC de Thérèse de Blainville, a tenu un événement spécial qui s'adressait aux entreprises d'économie sociale qui logent sur son territoire. Oui, TVBL était sur place, pas seulement pour couvrir l'événement, mais aussi en tant que participant, puisque la télévision des Basses-Laurentides est une entreprise d'économie sociale. Je vous présente un compte-rendu de l'événement pour notre reportage de ce soir. On a invité des entreprises d'économie sociale à venir parler d'un sujet en particulier cette année. C'est le thème de la rétention de la main-d'œuvre, tous les enjeux de... En fait, officiellement, le thème, c'est... valoriser la marque employeur des entreprises d'économie sociale. Donc, on sait que les entreprises d'économie sociale ont des enjeux de rétention, de recrutement de main-d'œuvre. Donc c'est ça. On voulait organiser cet événement-là pour aider nos entreprises d'économie sociale à être mieux outillées en cette matière-là. L'économie sociale, comme je l'ai présenté tout à l'heure, si vous voulez, c'est une alternative entre l'État et le marché, entre ce qui est privé à 100% et ce qui est étatisé à 100%. Donc, c'est une alternative qui vise à promouvoir l'intérêt collectif, l'entrepreneuriat collectif, le bien-être collectif, la démocratisation des processus dans un territoire. Donc, en soi, c'est un gros chantier, c'est très vertueux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est ça donc le principe de l'économie sociale qui date au début du 19e siècle. Ce n'est pas un concept qui est récent, mais c'est un concept qui aide, entre autres, à favoriser un développement territorial beaucoup plus inclusif, beaucoup plus intégré et beaucoup plus citoyen et humain. C'est des individus, des collectivités qui se mettent ensemble pour développer puis gérer une entreprise. Donc, c'est vraiment une entreprise, mais qui est gérée par une collectivité. Donc, il y a une gouvernance démocratique. Par exemple, des CPE, c'est de l'économie sociale. Les caisses des jardins qu'on connaît beaucoup, c'est de l'économie sociale. On retrouve beaucoup de fermes, justement, on en parlait tout à l'heure, des fermes qui sont reprises par des travailleurs. C'est une coopérative de travailleurs. Donc, les formes varient. Il y a de la coopérative à de l'OBNL avec un volet marchand. Donc, les formes juridiques varient aussi. Puis, on les retrouve dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est un écosystème qui est vraiment fort au Québec. C'est des organismes sans but lucratif généralement, mais qui ont un volet commercial. Dans le fond, ils ne sont pas seulement, exemple, subventionnés par l'État, mais qui génèrent aussi des revenus par eux-mêmes. C'est ça. Donc, c'est un peu ça qui fait la distinction avec les OBNL conventionnels, si on veut. Nous sommes à 460 ou 470 entreprises d'économie sociale dans la région des Laurentides. C'est quand même un nombre très important d'entreprises, d'entreprises collectives. Dans le territoire, dans la MRC de Thérèse de Blainville, on est à peu près à 75 entreprises d'économie sociale. Et donc, le sommet aujourd'hui va permettre justement aux entreprises d'économie sociale qui sont présentes de sortir du silo, de se réseauter, d'échanger sur les bonnes pratiques d'affaires pour pouvoir s'améliorer collectivement. Il ne faut jamais oublier la dimension de la collectivité et du bien commun lorsqu'on évoque une entreprise d'économie sociale. C'est très important. Il y a un taux de roulement qui est vraiment important en ce moment au niveau des organisations, ce qui fait qu'il y a beaucoup de savoir qui quitte l'organisation avec les employés et ce qui fait que ça fragilise aussi, dans le fond, les organisations, mais l'écosystème plus largement. Il y a des retombées réelles sur le terrain, à la fois sociales, mais économiques aussi de ces entreprises-là. Il y a vraiment ça stimule la vitalité d'un territoire. Puis, ils ont aussi beaucoup de réponses au niveau de la transition socio-écologique qu'il faut aussi adresser en ce moment parce que c'est vraiment une des priorités. Le meilleur exemple, des fois, c'est les ressourceries. S'il n'y avait pas de ressourceries, en fait, tous les biens que les gens jettent se retrouveraient dans les dépotoirs. Donc, évidemment, des impacts négatifs au niveau de l'environnement, plus de matières qui sont jetées, plus de gaz à effet de serre, parce que tout ça, finalement, génère des gaz à effet de serre. Donc,
Fait que c'est pour ça, ça démontre, c'est un exemple qui démontre l'importance là, des entreprises d'économie sociale. On s'apprête à mener un exercice de caractérisation des entreprises d'économie sociale dans notre territoire. Je tiens à rappeler que nous sommes à peu près à 75 entreprises d'économie sociale. On veut savoir leur chiffre d'affaires, leur vocation, le nombre d'emplois, leurs besoins, les enjeux pour pouvoir d'abord promouvoir, mettre sur pied des programmes adaptés, de faire des représentations pour pouvoir les accompagner dans la quête de leurs subventions. Et en même temps, on veut que ce territoire qui est terrestre de Blainville soit à la fois une vocation économique et une vocation sociale. C'est ça qui fait la force d'un territoire et la synergie d'un territoire de manière générale. Je pense que la beauté aussi avec la MRC, c'est qu'ils travaillent en collaboration, puis en partenariat, puis qui ouvre plus large. Donc, on a des différents partenaires qui ont collaboré à la journée d'aujourd'hui. Oui, le pôle, mais aussi le CSMO-SAC, qui est le comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale, action communautaire, et Groupe Humanova. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et que vous pouvez regarder en tout temps nos émissions sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de soirée, bonne fin de semaine.